Tout ça pour dire que la séquence matricielle du film, on pourrait la retrouver dans tous ces films, ça renvoie à la mémoire, évidemment. Il va falloir se repasser, comme un petit sémiologue, ou quand on fait une analyse filmique. Il est vraiment contemporain de cette génération qui a repassé à l'infini les films de Fritz Lang, les films de Chaplin, les films d'Antonioni, qui connaît toutes les séquences par cœur. Il faut les repasser pour pouvoir les comprendre. Mais cette mémoire-là, c'est aussi la mémoire du cinéma. Et on voit très bien que Le Cadavre, il incarne de façon beaucoup plus générale, à la fois dans le film et puis dans tout le cinéma d'Argento, on pourrait presque dire une sorte d'histoire du cinéma dont il faut arriver à faire le deuil. C'est ça Le Cadavre dans Profondo Rosso. Le Cadavre, c'est l'histoire du cinéma avant moi. Comment je fais pour vivre, faire des films, alors que, en fait, le cinéma est mort. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh, nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost, oh, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver un invité qui vient à Rennes pour présenter son dernier film, monsieur Jean-Baptiste Thorey. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous les deux. Tu viens présenter donc sur notre invitation. Je suis ravi que tu sois venu encore une moi fois. Moi également, je vais bientôt prendre des parts dans l'émission. J'espère bien. Présenter Soupir dans un corridor lointain, un documentaire sur Dario Argento. On va revenir largement sur ce projet au cours de cette émission. Pour démarrer et mettre directement les pieds dans le plat, je te l'avais annoncé hors antenne avant qu'on le fasse. On a entendu en pré-générique un extrait d'une conférence d'une présentation que tu avais donnée, conférence, sur Profondo Rosso, l'un des longs métrages les plus connus de Dario Argento, où tu revenais justement sur la mort du cinéma. C'est un sujet qu'on avait abordé aux précédentes émissions que tu as faites avec nous, notamment sur Bogdanovich ou sur l'état de la cinéphilie. À propos de We Boloid, ton précédent film. J'aurais aimé qu'on revienne ensemble sur cette question qui te motive quand même de façon assez importante dans tes projets, que ce soit à l'écrit d'ailleurs ou en termes de cinéma, sur justement comment faire des films en sachant que peut-être les meilleurs films ou presque tous les films ont déjà été faits, et cette mort du cinéma, cette espèce de mélancolie qu'on ressent aussi de toute façon dans ton film Soupir dans un corridor lointain. Quel est ton sentiment à ce sujet-là? Est-ce que tu en as pleinement conscience, et est-ce que ça t'aide même à choisir tes sujets entre guillemets? Ça fait beaucoup pour commencer. Ça fait beaucoup, non, mais en fait, je pense pas que la question de la mort du cinéma soit une question qui m'occupe. Sinon, je plie boutique tout de suite, j'arrête. Et quand on adore quelque chose, et quand c'est une passion, ou quand c'est quelque chose qui coule dans vos veines, quand bien même ça aurait lieu, je n'y croirais pas. Donc en fait, je ne peux jamais penser que le cinéma va mourir un jour. Donc ça, pour moi, c'est une évidence. Par contre, le fait de s'interroger sur l'état du cinéma aujourd'hui, ou l'état de la cinéphilie, ce qu'il devient, ça me semble beaucoup plus intéressant, et ça me semble pour le coup plus problématique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'histoire du cinéma, et donc l'histoire de la cinéphilie,
Et donc l'histoire du regard qu'on a sur les films, et donc l'histoire des spectateurs, ce soit un espèce de continuum monotone. Dire c'était mieux avant, c'est aussi crétin que de dire ça sera mieux après. C'est deux religions qui s'opposent. Il faut toujours évaluer ce qui vient après, en bien ou en mal, et toujours évaluer ce qui a lieu avant. La position intermédiaire me semble la meilleure. Moi, ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai quand même le sentiment que depuis 20-25 ans, il y a une accélération énorme à la fois des pratiques cinéphiliques, de la transformation même des salles de cinéma, de la façon dont on voit les films, de la fonction même de critique. On en a parlé même ici plusieurs fois. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'être critique aujourd'hui ? Est-ce que ça a le même sens qu'il y a une vingtaine d'années ? Est-ce que ça touche les mêmes personnes ? Est-ce que finalement ce métier n'est pas en train d'évoluer au point en fait de muter à tel point que peut-être que dans 10-20 ans ce métier de critique de cinéma n'existera pas ? Moi je serais toujours de ce que me disait Paul Schrader, et il le dit dans We Blue It d'ailleurs, peut-être que le cinéma deviendra de la musique classique. Moi c'est des questions qui m'intéressent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le cinéma va disparaître, ça veut dire qu'il va devenir de la musique classique. Donc ça change tout. Réservé à... Il sera plus c'est-à-dire que si le cinéma devient l'équivalent du point de vue des images ou de l'art cinématographique de la musique classique, ça veut dire qu'il y a donc une histoire de langage, il y a des codes, des rituels qui sont saisis et connus par une communauté et d'elle-même uniquement. Ça va toucher un nombre beaucoup plus restreint évidemment d'individus. Bon, autrement dit, le cinéma, il perd une de ses fonctions, de ses raisons d'être essentielles, qui était d'être un art populaire. Moi, je suis toujours très attaché à cette idée qu'un film, comme une critique, comme un livre, comme une conférence ou une présentation, puisse s'adresser toujours au plus grand nombre possible. Dès qu'on se met à parler à ses semblables ou à ses clones, ça me pose un problème. Mais de la même façon qu'un film, on parlait d'Antonioni, un film d'Antonioni qui ne toucherait que les antonioniens convaincus qui auraient tous lu Foucault et Barthes et la sémiologie, ça m'inquiéterait d'une certaine façon. Et donc moi, la peur que j'ai aujourd'hui, la question que je me pose plutôt, c'est que j'ai le sentiment que le cinéma comme un art populaire, c'est-à-dire un art à la fois populaire et intelligent, est en train de perdre du terrain. Et c'est même pas un sentiment, c'est-à-dire que l'état de la production, l'état des films qui sont faits, les fameux films du milieu, etc. Et que j'ai le sentiment de voir arriver en fait presque deux communautés de cinéma qui se regardent en chien de faïence face à face. D'un côté, des ultra cinéphiles, ceux qui remplissent la cinémathèque, ceux qui vont aller acheter des Blu-ray, ceux qui font des émissions de radio, ceux qui savent encore qui est à l'Andoine ou à l'HB, et puis les autres qui seraient du côté de l'industrie du cinéma et qui font un succès à des comédies françaises débiles ou à des films Marvel. Parce que ce qui est inquiétant, moi ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est pas tant le fait que des films médiocres ou indigents soient faits. Ça a souvent été le cas, ça a toujours été le cas. Le problème, c'est que ces films intéressent des gens. Et comme ils intéressent des gens, à l'heure du capitalisme culturel aujourd'hui, ils deviennent l'unique thermomètre. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est d'avoir d'un côté un art cinématographique et face à lui une industrie cinématographique. Et je pense que tout le métier, me semble-t-il, de la critique, sinon on est universitaire, tout le métier, le rôle de la critique, ou quand on fait des films, on raconte aussi ça. Enfin, pour moi, c'est la même chose. On veut toucher des gens. Là, le film que j'ai fait sur Argento, j'espère qu'il ne va pas uniquement toucher les gens qui connaissent Argento de A à Z. J'espère qu'il intéressera cela. Mais si je ne touche que les gens qui connaissent par cœur, plan par plan, Profondo Rosso ou L'Oiseau belge de cristal, je suis un peu déprimé. J'ai raté mon coup, tout simplement. L'idée, c'est d'amener toujours des gens vers votre propre objet. Et donc, la question de la mort du cinéma m'inquiète pas parce que le cinéma va pas mourir. La question, c'est la mort d'un type de rapport qu'on avait au cinéma. Et si le rapport en tant que public qu'on a change par rapport au cinéma, de fait le cinéma change aussi. Et selon toi, le rapport que Argento il a par exemple à l'époque de Profondo Rosso sur cette même question du cinéma, elle est différente de celle que tu... C'est-à-dire que lui il s'intéresse au rapport aussi du spectateur, ou est-ce qu'il s'inquiète vraiment de l'état du cinéma ? Non, mais je pense que d'abord c'est une autre génération. Enfin, c'est qu'Argento, il commence à faire des films à la fin des années 60. Il a été critique, il baigne dans l'histoire de l'art. C'est une génération qui est beaucoup plus intello et cultivée et même sophistiquée d'une certaine façon que la génération qui émerge à la fin des années 80, début 90. Il suffit de rencontrer des cinéastes aujourd'hui, français ou américains, et on voit quand même que le niveau culturel des cinéastes eux-mêmes, et je parle même pas uniquement en cinéma,
cinéma et pas du tout globalement. Évidemment, il y a des gens comme Dumont, il y a des gens comme Kéchiche, il y a toujours quelques arbres qui cachent la forêt, et heureusement qu'ils sont là, évidemment. Mais et c'est ce que dit Argento dans le film à un moment. Il dit, moi, avant de faire des films, j'ai été critique. J'ai écrit, je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai compris, je suis allé voir des cinéastes. Et puis un jour, j'ai osé faire un premier film. Il a travaillé aussi avant avec Sergio Leone notamment. Bien sûr, et c'est sûr qu'être au contact de gens comme Leone, ça forme un homme. Et il dit aujourd'hui, il a tout à fait raison, beaucoup de gens qui sont cinéastes sont des gens qui viennent de la technique, c'est-à-dire qui sont passés par le montage, parfois par la photographie, ou par d'autres postes. Donc c'est pas du tout la même chose. Et puis Argento, il arrive à un moment où l'histoire des formes, elle est à un moment, vous parliez tout à l'heure de la question du maniérisme, elle est capitale. Il arrive à ce moment-là de l'histoire du cinéma, et pas uniquement d'ailleurs italien, du cinéma européen. On pourrait dire la même chose des États-Unis, la même chose du Japon. Il est contemporain du Seijun Suzuki tardif. Il est contemporain de ce qui se passe aussi aux États-Unis avec Brian De Palma ou Peckinpah qui commence à exploser l'année de la Opéra de Cristal quasiment. Donc partout dans le monde arrive ce moment où on est arrivé après effectivement la destruction ou la critique ou la déconstruction critique des modernes, chose sans doute salutaire par rapport à un moment un peu classique qui commence à être un peu étouffant, qui avait atteint ses limites. Et sans qui il n'y aurait pas eu forcément les maniérismes. Absolument. Donc il fallait, mais comme dans toute histoire de l'art, c'est vrai, ça a été vrai dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture, c'est vrai dans l'histoire de la littérature. Après le moment, le grand moment classique, arrive, on pourrait presque dire, ce moment d'épuisement académique qui fait qu'il y a le moment moderne qui arrive, de gens qui veulent faire plus ou moins table rase. Alors le plus table rase, c'est les Européens, le moins table rase, c'est les Américains. Mais grosso modo, c'est ça. Et donc Argento, il est contemporain de ça. Et donc il se pose des questions que tous les cinéastes qui arrivent après les modernes vont se poser. On va dire très bien, les classiques, on va pas les refaire. Ils ont atteint un niveau, on pourrait dire, à la fois de sérénité, de grâce absolue. Et on pourrait même remonter à l'époque du muet. Parce que déjà, il faut quand même rappeler qu'à l'époque du muet, quand on sort de la fin des années 20 et que le parlant arrive, esthétiquement, c'est une régression. Et on va mettre un temps fou pour que le cinéma... C'est le premier moment où d'ailleurs on a dit, le cinéma est mort. Quoi. Bien sûr. Où il y a eu régulièrement. Le cinéma est mort, on le dit dès le début, puisque personne ne croit même à ces divertissements d'Ilotte dans des baraques de foire ou Joustan les bordels au début. Bon. Donc le cinéma, il est congénitalement mort. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se servir du fait qu'on a toujours dit que le cinéma était mort. Pour pas se demander, on l'a dit, dans quelles conditions et comment. C'était jamais le même cinéma, c'était jamais la même mort. Et pour pas évaluer l'évolution des choses. Moi, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est l'évaluation des changements. C'est pas être pour ou contre. Je trouve ça, c'est un peu stérile, c'est pas très intéressant. La question, c'est l'évaluation. Et je pense que quand on fait ce travail, c'est là qu'on fait un travail intéressant. Évaluer, ça veut pouvoir, à mon avis, c'est un geste capital. C'est-à-dire que de la même façon qu'on évalue des films, qu'on évalue des œuvres littéraires, on doit pouvoir les évaluer et pas être dans le rejet systématique de l'avant sous prétexte de la nostalgie ou dans l'encensement un peu abruti et bêta de l'après que nous propose la société de consommation. Parce qu'il y a cette espèce de le c'était mieux avant et la religion du capitalisme, pour moi, c'est deux choses qui sont totalement sont des complices ou des alliés objectifs, si vous voulez. Tout ça pour dire que Argento, il arrive à un moment au cours duquel on se pose nécessairement cette question-là. Il a eu les classiques, il ne va pas les refaire. Les modernes ont tout cassé, on ne va pas casser ce qui a déjà été détruit, etc. Donc, lui, il arrive à ce qui pour moi est un moment passionnant dans l'histoire du cinéma d'ailleurs. Et moi, à titre personnel... Donc on est en 70, fin 60 jusqu'à, on pourrait dire, mais même grosso modo, pour faire un peu large, de 67, 68 à 72, 73, c'est quelque chose qui occupe tout le cinéma mondial, mais qui occupe aussi des gens comme Robert Aldrich, beaucoup d'autres cinéastes en Italie. Il n'y a évidemment pas que Argento. Je veux dire, Corbucci, Sollima, Leone étant un des premiers sans doute en Italie à s'être dit moi j'adore Anthony Mann et John Ford. Je ne vais pas faire mieux qu'eux. Les modernes, comment faire? Le maniérisme, c'est comment faire pour reprendre une ligne qui existe avant moi et en la reprenant, comment se l'approprier. Voilà. Et pourquoi le maniérisme, à mon avis, c'est un geste profondément mélancolique? Parce qu'il y a cette conscience que les meilleurs films ont déjà été faits, en tout cas que une forme d'art a atteint son zénith.
Hein, et malgré tout, on a envie, et pour plein de raisons différentes, de continuer à faire des films. On n'y peut rien si on est né en 75 ou en 45. Et ce serait la première génération, de toute façon, de cinéastes cinéphiles, des fois passés par la critique. Et donc, du coup, aussi, le moment où le cinéma arrive, un moment où il a presque conscience de son histoire. Et quand tu parlais tout à l'heure d'évaluation, c'est aussi une sorte de mise en relation du temps où on fait du cinéma et par rapport, et toujours se poser la question du passé et aussi. Et ce qui est amusant, et là, on pourra commencer à parler de ton film, c'est que cette obsession qui nourrit le cinéma d'Argento du passé du cinéma, mais aussi du passé de l'histoire de l'art, dans lequel où cette mise en relation du passé et du présent de l'action vraiment nourrit un peu tous ces films. Finalement, on va la retrouver aussi dans ton documentaire, qui est donc une sorte de diptyque, où tu mets en relation le rapport que finalement tu as pu avoir avec Argento, ou en tout cas les premières rencontres que tu as pu avoir avec lui, le rapport cinéphile que tu avais avec son cinéma, qui a donné lieu à un film que tu avais fait pour Cinéma, un documentaire télé, et que tu as décidé de doubler d'une autre vie, enfin d'un autre film où tu vois où c'est ton rapport avec l'Argento du présent. Donc il y a aussi cette relation là, et finalement qui serait presque qu'on pourrait relier aussi à ce que tu évoquais du maniérisme, c'est-à-dire et qui véhicule aussi une sorte de mélancolie. Non mais en fait moi je crois, mais parce que je sais que en tout cas c'est le point commun de la plupart des cinéastes qui me touchent ou m'intéressent. On parlait de Peckinpah, d'Antonioni, de Visconti, de Argento, de plein de John Ford. C'est que et Argento, c'est ça, c'est toujours la tension productive entre un présent et un passé qui pèse. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un présent sans se dire et le passé, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je pars de là ? Comment je négocie avec lui ? Quelle part je prends de lui et comment j'avance ? Michael Mann. Michael Mann est un cinéaste qui, comme tous les grands cinéastes, a toujours situé tous ses films à l'interface de deux moments. C'est son côté viscontien, le guépard. Voilà. On est toujours un monde est en train de disparaître ou en train de changer, un autre est en train d'apparaître. Et pour moi, le grand cinéaste, c'est celui qui se place exactement à ce point d'apparition. Mais là où il ne faut pas confondre le présent et le contemporain, c'est que le présent, c'est pas le contemporain. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on filme aujourd'hui qu'on fait un film contemporain. Donc, or, je pense que tous ces grands cinéastes, et Argento en particulier, sont des gens qui tentent de saisir à l'intérieur du présent quelque chose de l'ordre du contemporain, qui est en train d'advenir. Hein, et c'est un truc philosophiquement qui est extrêmement important. Moi j'aime les cinéastes qui se posent la question de ce qui vient, mais pour comprendre ce qui vient, il faut savoir d'où ça part et ce qu'il y a avant. Donc Argento, il est totalement dans cette problématique là. Tous ces films, c'est une tension absolument constante entre un passé qui peut être un passé historique, d'histoire de l'art, un passé familial, travail de la mémoire constamment, travail de la mémoire, se souvenir, comment on se souvient, est-ce que la mémoire ne filtre pas, ne déforme pas, etc. Et en même temps, c'est qu'après avoir fait ce travail ou de deuil ou de redécouverte avec le passé et avec là d'où on vient, qu'on peut avoir une micro-chance de commencer à avancer. C'est-à-dire que je ne sais pas, que l'idée de se dire qu'on pourrait faire le deuil du passé ou le mettre dans une case, ça a eu lieu, on n'en parle plus, ça ne pèse pas, etc. Ce qui est encore une fois ce à quoi la société contemporaine travaille terriblement. Pour des raisons évidentes, il faut consommer, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas se retourner. Donc il faut décrédibiliser, psychiatriser tous ceux qui font ce pas de côté, en se disant mais avant c'était comment ? C'était mieux ou moins bien ? C'est pas la question. Est-ce que c'était plus ou moins intéressant ? L'évaluation, elle va contre l'air du temps. Aujourd'hui, on est tout de suite. C'est pas à vous que je vais dire ça. On sait très très bien. Il faut qu'on est de l'ordre du réflexe, hein, de la même façon que l'opinion via les réseaux sociaux, les youtubeurs. Parfois, ça m'arrive de regarder, etc. C'est ce qu'on appelle de la critique de cinéma. Ou alors parce que j'ai trop d'estime pour ça, c'est de l'opinion. Oui. Bon. Et l'opinion et la critique et l'opinion, comme disait Kant, et le jugement, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Parce que Mamie Mougeot va me dire qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas un film et qu'elle va me mettre des effets spéciaux autour, en sortir 3 blagues et 4 bons jeux de mots. Tout ça ne fabrique pas du jugement. Le jugement, c'est tout le contraire. Le jugement, c'est prendre du temps, se renseigner, élaborer son point de vue, c'est l'écart, c'est l'effort, c'est le savoir, etc. etc. Voilà. Évidemment, l'opinion, c'est tout le contraire. L'opinion, c'est arriver d'un revers de la main à se dire la seule chose qui compte, c'est moi, tout de suite, maintenant, dans le temps présent.
Et ça, je trouve ça complètement stérile, je trouve ça inintéressant. Ça ne fait jamais avancer Schmilblick d'une certaine façon. Et donc, pour revenir à Argento, c'est ça son mouvement, mais c'est le cas de beaucoup d'autres cinéastes. Quand on regarde La Horde sauvage, vous regardez La Horde sauvage, film qui est quand même pas mal, enfin qui mérite d'être vu et revu. La Horde sauvage, c'est encore comme l'Ouest de Léon, c'est encore un film qui se situe exactement on pourrait dire à la frontière d'un monde finissant et d'un monde qui arrive qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, on a conscience qu'un monde arrive et on va tenter d'en saisir les choses. Pour moi, c'est ça les plus grands films. Et alors, quels que soient les genres, les pays, etc. Et Argento, ça a toujours été ça. Donc moi, quand j'ai ce projet, pour terminer vite là-dessus, moi, à l'origine, je fais ce documentaire pour la télé au début des années 2000. Donc je suis au même moment en train d'écrire un livre sur Argento. À un moment où Argento, il faut quand même le rappeler, n'est pas du tout l'espèce d'icône célébrée aujourd'hui. C'est après Le Fantôme de l'Opéra. Voilà, c'est après Fantôme 99 et moi je pars sur le tournage de Don Sono, donc on est en 2000-2001 par là. Et à l'époque, je me souviens, Claudine Paco qui s'occupait des Sons de l'Étoile au Cahier du Cinéma me dit vous n'avez pas envie d'écrire un livre pour la collection Auteur des Cahiers. Et moi je lui ai dit je ferais bien un livre sur Argento. J'avais fait 1 ou 2 livres avant et elle est très partante pour le faire, elle est contente. Je pense qu'elle a ce côté un peu buissonnier, un peu maverick qui moi me plaît bien, mais à l'époque c'est pas évident d'imposer au Cahier du Cinéma et a fortiori dans la collection Auteur, de faire un livre sur ce type qui s'appelle Dario Argento, aux côtés de gens qui s'appellent Buñuel, Ozu ou Tarkovsky. Donc aujourd'hui ça semble évident. Aujourd'hui, je dirais que toutes ces batailles qu'on a menées, qu'on a été quand même quelques-uns, elles ont été gagnées au-delà de nos espérances. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, faudrait le faire. Même s'il reste bizarrement, on en parlera peut-être après, mais j'ai l'impression qu'au-delà de ton livre, par exemple, il y a assez peu d'ouvrages qui analysent Argento aujourd'hui. Peut-être. Ça reste, alors que c'est le type de cinéaste qui, moi, me paraît comme De Palma, comme Peckinpah, voilà. Bien sûr. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est pas dans toutes les têtes, que c'est pas auprès des jeunes cinéphiles une référence constante. Moi je suis allé revoir des films d'Argento en salle, où j'ai même accompagné Argento lui-même à Rome pour des projections de ses films. Les salles sont remplies de jeunes spectateurs. C'est intéressant. J'ai suivi par exemple en partie la rétro Tarkovsky l'été dernier dans les salles de cinéma. Quoi qu'on en pense, la majorité du public c'était entre 60 et 80 ans. Très très peu de jeunes. Vous allez voir, donc ça veut dire que Tarkovsky dans 15-20 ans, et ça l'est déjà, ça va être un vrai enjeu au niveau de la cinéphilie, des cinéphiles qui arrivent. Argento, il a gagné. Peckinpah, il a gagné. Tous les cinéastes de genre, qui étaient dits de genre, parce que pour moi, Argento, c'est plus que ça, mais tous les cinéastes dits de genre, qui étaient évidemment, vous le savez bien, méprisés au début des années 80, dans les années 90, et même jusqu'au début des années 2000, ont complètement gagné. C'est presque, aujourd'hui, ils ont envahi l'espace. C'est totalitaire. C'est-à-dire que moi, parfois, ça m'arrive de dire à des gens, Argento, vous connaissez par cœur, mais est-ce que vous avez vu l'Éclipse ? Les gars, faut se réveiller maintenant. Donc, alors que moi, il y a 20 ans, John Ford, quand je faisais mes études de cinéma, on était à front renversé. C'est-à-dire que tout le monde regardait l'Éclipse sous la tendance en show de Mizoguchi, tout le monde regardait Citizen Kane, tout le monde regardait Nevsky, etc. Mais par contre, Carpenter, Ferrara, De Palma, c'était au forceps. Maintenant, on vit dans un monde qui s'est intégralement à 180 degrés retourné. Et donc, moi, quand je fais ce film au début, ce qui m'intéressait dans ce film télé, dans ce doc télé, c'est que c'est un film de jeunesse. Moi, quand je le revois 20 ans plus tard, je ne l'avais pas revu, pour être tout à fait honnête. Je le revois en me disant, mais qu'est-ce que ça vaut, ce truc que j'ai fait il y a 20 ans ? À quoi ça ressemble ? Je l'avais tourné avec les moyens du bord, face à guérilla, je suivais Argento. C'est assez simple, donc voilà, pour redire aussi sur l'aspect que ça peut avoir, par exemple, dans Soupir, c'est-à-dire qu'on retrouve justement le côté VHS, en tout cas télé. Vidéo de l'époque, voilà, vidéo, en bêta, c'était le début, en fait, c'est de la vidéo HD. C'est ça, et c'est beaucoup de plans aussi sur Argento, qui est sur son canapé avec son chat et qui discute, et puis d'autres plus importants, tout aussi importants en tout cas, où tu le suis marcher dans la rue, en fait, essaye de le suivre. J'essaie de le suivre. Après, je suis sur le tournage, il m'avait accueilli à cette époque-là sur le tournage de No Sono, donc je suis avec ma caméra et puis je le filme sur le tournage. D'ailleurs, des images qui, rétrospectivement, sont presque celles qui m'intéressent le plus. Et donc, à l'époque, j'écris le bouquin, donc je suis dans une position en fait qui est différente d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque c'est un enjeu pour moi, Argento. Il faut l'imposer, Argento. Pour moi la critique là c'est du militantisme. Voilà. Pour moi la critique c'est aussi une part de ça. Bien sûr. Donc il faut comme d'autres, mais il faut imposer Argento. Donc ça fait partie. Donc pour mener la bataille, on va faire un livre, on va faire un doc. On montre que c'est un auteur, que c'est un cinéaste. Et donc pour moi c'est un doc de jeunesse parce que cette première partie du film a toutes les défauts et les qualités de ça. Et c'est-à-dire qu'à la fois j'ai envie de tout refaire.
mystère, une espèce par moment de naïveté, le désir d'expliquer qu'Argento c'est hyper important, etc., etc. 20 ans plus tard, je me dis mais moi je veux pas rejouer à titre personnel. Pour moi la messe est dite, c'est que je vais pas, tout est fait, donc je vais pas me remettre à répéter la même chose sur Argento. Mais par contre, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de me dire, est-ce que, comme ça fait 20 ans que je connais Argento, je me dis que c'est une occasion assez formidable d'avoir suivi, alors c'est le cas que j'ai la chance que j'ai eu avec quelques cinéastes, de l'avoir suivi puis comme je vieillis, comme tout le monde, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on les suit depuis 10, 15, 20 ans. Et c'est là que un jour, il y a quelques mois, je dis, je sais plus pourquoi je vois Argento, je devais être à Rome, et là, entre-temps, je revois, donc je sais que vous avez un extrait, le doc d'André Labarre sur John Cassavetes. Doc que j'adore, qui cinéaste de notre temps et qui raconte ce moment où Labarthe va aller filmer Cassavetes à deux moments. Alors c'est moins espacé, il y a 3-4 ans d'écart entre les deux parties, là il y en a quasiment 20. Il va filmer Cassavetes à deux moments de sa trajectoire hollywoodienne. Deux énergies différentes aussi. L'euphorie du début, il y croit, voilà, décapotable. Il est en plein montage de Faces. Voilà, il y croit, il pense qu'il va exploser à Hollywood. Il va révolutionner le cinéma. Voilà. Et puis on le cut, violent, et on le retrouve. Moi j'adore les raccords au cinéma. Pour moi les raccords c'est la figure du temps qui passe, c'est la meilleure figure du temps qui passe. Et cut, on le retrouve 4 ans plus tard, et là on le trouve un peu en costard, chambre d'hôtel, endroit fermé, un peu déprimé. Bon, on se dit, on a fatigué. presque le sentiment que dans ces 4 ans une vie est passée. Et je me suis dit, mais en fait je vais faire pareil avec Argento. C'est-à-dire que, en plus, moi ayant vu Argento, connaissant Argento depuis longtemps, j'ai vu, en y réfléchissant, l'évolution du bonhomme. L'évolution, mais aussi bien physique, l'évolution énergétique, l'évolution de sa place dans l'histoire du cinéma, dans l'industrie du cinéma italien. J'ai vu les films qu'il a fait entre Nono Sono et Dracula 3D. J'ai vu tout ça. Je me suis dit, ça serait formidable de faire ça. C'est-à-dire d'aller le filmer aujourd'hui avec un dispositif un peu particulier, en noir et blanc. Scope, ce qui choque avec justement la première partie, c'est-à-dire que le cut voilà, est encore plus imposant. C'est pour ça que le film, pour moi, est né. Si je n'avais pas retrouvé ce qui a été compliqué, la première partie, je ne faisais pas le film. Donc je ne faisais pas qu'un film sur Argento aujourd'hui tourné en cinémascope noir et blanc. C'est que la dimension un peu mélancolique, un peu fantomatique, voire spectrale de la deuxième partie, pour moi, elle n'est possible que dès lors qu'on a eu la première. Oui. Parce que si on découvre Argento uniquement aujourd'hui, ce type qui rentre dans le parc, d'ailleurs en voyant le film, Argento a une remarque intéressante, il m'a dit, tu m'as fait rentrer dans le parc de Blow Up. C'est toujours intéressant quand on est vu par des gens qui parfois savent regarder les films, ce qui n'est pas souvent le cas, mais ça arrive parfois. Et donc il avait repéré, avant même que je le fasse dialoguer avec Monica Vitti dans les clips d'Antonioni, il avait repéré ça. Et parce que moi, j'avais des années que je lui parle de ça. Je lui dis, mais Dario, le genre, c'est réglé, mais à mon avis, tu es un grand cinéaste tout court. Le genre a toujours, c'est une sorte de camisole. Non, c'est pas un grand cinéaste de genre, Dario Argento. Comme on dit pas de John Ford, c'est un grand cinéaste de western. C'est grotesque. Un grand cinéaste tout court. Et donc je me suis dit, voilà, la première partie, elle est indispensable à l'advenue de la seconde. Et la seconde ne peut se voir qu'en ayant en mémoire cette première partie-là. Et moi, je trouvais ça très émouvant d'avoir cette espèce le film, je l'ai construit par le milieu, par le cut, en me disant, voilà, c'est-à-dire que le cut et la musique de Delerue, c'était le point de départ du projet. Et je l'avais même dit à Argento quand je suis allé voir à Rome, tu sais ce qu'on va faire, on va filmer la suite de la première fois qu'on a fait ce documentaire il y a 20 ans, et on va filmer la suite exactement, on va même partir de l'endroit exact où on s'est quitté il y a 20 ans pour ce documentaire, un endroit de la Villa Ada. Elle me dit, d'accord, super, je lui dis, je vais te filmer en noir et blanc. Il me dit, très bien, et lui était très content du projet. Et donc, on a retrouvé l'endroit, le grillage, qui a quasiment pas changé, dans lequel il s'en va dans la profondeur de champ dans la première partie. Là, on est en 4/3, couleur, image un peu baveuse. Argento qui est en forme, il parle vite, énergique, il pense que Nono Sono va le faire redémarrer. Tout ça n'aura pas lieu, en réalité. Nono Sono sera un bon film, mais en deçà de ce qu'on espérait, et que ça va être très difficile pour lui, même si Fortezza Madre en 2007, de retrouver à la fois la flamme, sa position, les spectateurs, etc. Et donc ça m'intéressait d'autant plus que entre Nono Sono et aujourd'hui, que ces 20 années artistiques à lui, elles passent dans la colure. Voilà. Parce que certains m'ont dit, oui, bah alors... Dans le film, Argento dit rien sur Dracula, il dit rien sur Card Player, etc. Oui, mais tu as envie de dire, mais à ton avis, pourquoi il dit rien ? Voilà. Oui, parce que on a parlé un peu de l'aspect visuel. Dans la première partie, comme tu le disais,
il y a cette espèce, même toi, d'engouement pour faire parler Argento sur son travail, sur sa façon dont il envisage la mise en scène, le cinéma, la narration, plein de choses comme ça. Et dans la deuxième partie, on a plutôt affaire, alors ce scope noir et blanc, à un personnage qui déambule dans des lieux, notamment de tournage. Il y a des moments très forts, notamment un moment où il va visiter la villa de Ténèbres, qui sera projetée ce soir pour les gens qui malheureusement sont pas là, je suis désolé, parce qu'on enregistre, mais il va visiter la villa de Ténèbres qui en plus est détruite, qui est laissée à l'abandon, et donc on a un personnage Argento dont on sent les années sur les épaules aussi quand même, qui va visiter un lieu laissé à l'abandon et qui se remémore ce que c'était il y a 40 ans même, du coup pour Ténèbres. Il y a quelque chose de plus que mélancolique, je trouve. Là, on est un peu dans le... On filme... Enfin, voilà, il pourrait déjà être justement le vrai revenant, quoi. Après, il y a un double regard, moi, je trouve. Après, si je peux... c'est effectivement, il y a donc cette cassure. Visuellement, c'est très marqué la différence entre l'image un peu crado, HD et compagnie, et puis le noir et blanc un peu élégiaque. Et il y a aussi, il y a toute une structure un peu d'écho entre les deux films. Et je pense notamment à cette scène où, forcément, pour revenir encore sur ce truc où Argento a fait des films à partir de quelque part la mémoire des précédents films. On sait qu'Argento est le co-scénariste d'Élite une fois dans l'Ouest. Et il y a une petite scène dans la première partie du film où tu essayes de convoquer une scène absolument magistrale que tout le monde a en mémoire de L'était une fois dans l'Ouest, où tu as la musique de Morricone avec un panneau, un travelling qui s'élève au-dessus de la ville et on voit se déployer toute la ville. Tu ne montes pas la scène, mais rien que par 3 photogrammes ou 4 photogrammes et la musique, le fantôme de cette scène-là est convoqué. Et moi, en voyant le film, je disais, en fait, tu essayes aussi de refaire de faire une scène un peu voisine quand tu es dans cette fameuse villa de Ténèbres en ruine, où tu essayes de reproduire, tu n'essayes pas de reproduire, mais tu mimes de vouloir reproduire le fameux plan à la Luma absolument sidérant qu'il y a dans Ténèbres, je trouve qu'il y a toute une logique de regard assez de poupée russe, encore une fois, parce que c'est très propre aussi à Argento, mais entre le rapport de Argento qu'il a avec les films du passé, avec toi, avec le rapport que tu as avec les propres films d'Argento et le rapport qu'a Argento à ses propres films. Tu as tout un dialogue là-dedans, dans ces films-là, qu'on peut très bien lire aussi dans ces deux scènes-là. Enfin, je pense... convoquer un peu, non pas un spectre, mais une mémoire, mais pas de le montrer, quoi. Finalement, dans la deuxième partie du film, par exemple, il n'y aura absolument aucune scène montrée. On sera dans la convocation, pour ceux qui l'ont vu, la scène va arriver, mais on sera vraiment dans une convocation non pas d'un fantôme, parce que ça impliquerait une idée de mort, mais vraiment de quelque chose de l'ordre de la convocation d'une sorte de mémoire, quoi. Oui, alors après, moi j'ai toujours un problème avec les extraits, c'est-à-dire qu'en fait, la première partie du doc que j'ai fait il y a 20 ans, c'était encore le moment où je pensais qu'on pouvait mettre des extraits dans un documentaire. Le problème du film sur Argento, c'est que la première partie c'est un doc et la deuxième partie c'est un film, en réalité. Et donc c'est pas du tout la même façon de concevoir la chose. C'est-à-dire que la première partie, je suis au service, où j'essaye en fait d'une idée que j'ai du cinéma d'Argento la plus fidèle à ce qu'il est vraiment. Donc il y a un côté presque un peu pédagogique, didactique, un peu guerrier par moment. Je vous explique comment ça marche, commentaire off sur les analyses de séquences de l'aquarium de l'oiseau de cristal. Voilà. L'idée c'est qu'à la fin on a presque une peur de petit essai à usage de l'argentophile qui vient. La deuxième partie, ça n'a plus rien à voir du tout. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéressait, c'était l'absence d'extrait, mais ça je le savais dès le début. Moi je trouve ça beaucoup plus fort quand on se sert du souvenir. Parce que le cinéma c'est rien d'autre qu'un souvenir, c'est-à-dire que personne ne parle de films en les ayant comme ça sous les yeux, à moins de faire des commentaires audio. Autrement dit, quand on parle d'un film, on parle du souvenir d'un film qu'on a, et donc le rapport qu'on a à un film, l'extrait est un faux rapport. C'est-à-dire que quand on met un extrait dans un documentaire ou d'un film de quelqu'un qui parle de ce film-là, on suppose que l'extrait émane de son cerveau. Or, ce qui émane de son cerveau, c'est toujours une version, on pourrait dire déformée ou fantasmé de la scène en question. Autrement dit, pour moi, il y a une erreur conceptuelle et intellectuelle presque dans le fait de mettre un extrait de film dans un film sur un cinéaste qui en parle. Donc je me dis, par ailleurs... C'est très argentin d'ailleurs. Ah oui. Donc il faut que le film soit présent malgré tout. Alors il est présent de 1000 manières. D'abord par le corps d'Argento, parce qu'Argento a été une rockstar dans les années 70. C'est un des rares visages de cinéastes qu'on connaît, que les Italiens connaissent par cœur. Argento, vous voyez dans les rues de Rome avec Argento. Il avait sa série télé, il venait la présenter à la façon d'Hitchcock. Il avait même des BD, on le portraiturait un peu comme Edgar Poe, etc. Donc dans les rues de Rome, on se fait souvent arrêter par des gens de tous les âges qui arrêtent Argento pour faire un selfie aujourd'hui, truc terrible,
ou alors avoir une dédicace, etc. Donc il y avait le corps d'Argento, le visage d'Argento lui-même. Il y avait le fait que je lui ai souvent pas dit où on allait. À Dario, j'avais dit fais-moi confiance, je t'emmène dans des endroits. Et donc moi je voulais que ce soit à la fois on pourrait dire c'est un film qui part d'aujourd'hui vers l'enfance, la seconde partie. La fin, on termine dans l'endroit où il a été gamin, il a étudié 1 an, avec Danny Boy de Keith Jarrett sur la bande son, alors qu'on commence aujourd'hui. Et la toute fin, c'est le moment où il rentre dans le tombeau. C'est-à-dire que moi j'aimais bien cette idée qu'il disparaisse au fort de chant à la fin. C'est comment beaucoup de gens en fait disparaissent de leur vivant. Ça ne veut rien dire être vivant ou mort quand on est un cinéaste. La question, c'est artistiquement. Artistiquement, Argento a disparu depuis longtemps. L'homme est là, évidemment. Il a des souvenirs, etc. Mais donc, c'est pour ça que la question de la mort et de la vie, c'est plus compliqué. Évidemment que Argento, depuis une vingtaine d'années, est devenu le fantôme de lui-même. Mais le fantôme, lorsque le fantôme était encore en chair et en os, il a écrit quelques-unes des grandes pages de l'histoire du cinéma. Mais quand on attend la Teatro Madrid en 2007 ou Dracula en 2012 et qu'on pense qu'on veut revoir ce qui est le fantasme de tous les cinéphiles, comme là on va voir Domino de Palma en essayant de retrouver la magie, c'est fini. Tous les grands cinéastes ont un moment d'âge d'or, un moment magique, ce moment s'évanouit, disparaît, et Argento, il est vivant depuis 20 ans mais artistiquement il a disparu. Donc moi ça m'intéressait aussi de traiter ça, de le faire se déplacer sur des endroits de ses propres tournages, des endroits qu'il a arborés, la Villa de Ténèbres. Pour moi Argento dans la Villa de Ténèbres détruite, pour moi, ça me raconte tout, à la fois de ce qu'est devenu Argento, de ce qu'est devenu son cinéma, à la fois du temps qui passe, de la difficulté. Il n'était pas retourné dans cette villa depuis 40 ans, depuis le tournage du film. Et on le voit bien, il répète les mêmes choses. Il n'arrive pas à croire que ce lieu qui était resté dans sa mémoire, le lieu de la super belle villa de Ténèbres, est devenu ça. Un squat racheté, re-abandonné, etc. Et donc, le moment de la Villa de Ténèbres est important pour moi. Et quand vous mentionnez le plan de la Luma, j'ai lu quelques textes sur le film, 1 ou 2 écrivaient oui, il y a un moment pastiche du plan de Ténèbres, ce que je trouve vraiment mais très crétin. C'est-à-dire d'abord, c'est quoi le pastiche ? Le pastiche, c'est toujours, il y a une dimension de moquerie dans le pastiche. Bon, donc déjà comme si j'avais envie d'aller me moquer de ça. Et si j'avais voulu refaire le plan de la Luma de Ténèbres, j'aurais jamais refait ça, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est quoi, une citation ? On s'en fout. Non mais t'avais pas assez d'argent pour acheter un drone. Non mais surtout, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait un peu hors antenne, c'est de se dire, en fait, il y a un moment donné, on espère, alors évidemment parfois c'est un espoir déçu, que les gens, en fait, regardent les images et les films que vous avez tournés. En fait, parce que tout est là normalement. Si on a à peu près, il y a des trucs qui peuvent être ratés, on peut s'être loupé sur des choses, mais tout est là. Et moi, l'idée si on regarde, parce qu'on a beaucoup travaillé le montage sur la seconde partie, qui est un montage beaucoup plus mental, pas du tout réaliste, d'où le fait que le noir et blanc, pour moi, met tout de suite en fait Argento dans une dimension irrationnelle ou fantasmatique, surtout pas en couleur. Alors sans parler de cette mode aussi parfois d'avoir une esthétique qui colle à l'esthétique de l'objet. Alors ça c'est le truc redoutable. Non, moi je voulais m'approprier intégralement Argento. Donc l'idée c'est on filme en noir et blanc. Et donc cette idée aussi de la séquence de Ténèbres, c'est que je me dis cette séquence-là de Ténèbres, il faut que ça fonctionne comme un souvenir. C'est pas moi qui vais faire mumuse avec la caméra en essayant de reproduire, déjà même en y pensant je trouve ça tellement ridicule. Non, la question c'est comment est-ce que Argento arrive dans cet endroit qu'il n'a pas vu depuis 40 ans, désert, c'est la ruine, une ruine à la fois réelle, symbolique de plein de choses, de l'avancement des 20 ans qui ont passé, de ce qu'il est devenu, etc. Comment je sais à ce moment-là qu'il y a des plans dans sa tête qui lui reviennent du film qu'il a tourné. Donc moi il faut que je le filme ça. Je lui demande pas, il le sait même pas d'ailleurs, on a tourné ces plans-là avant. Et donc je refais une sorte en fait d'évocation un peu étrange du plan de la Luma de Ténèbres, en gardant la musique des Goblins de façon extrêmement sourde, quasi aquatique. Et fin du plan de Ténèbres, il est devant un miroir, l'extrait s'arrête, on sort du souvenir et on revient dans la tête d'Argento. Autrement dit, ce plan, il émane de l'esprit d'Argento. Oui, c'est une sorte de projection mentale. Et pas du tout de moi, pas du tout de moi, pas du tout du désir de faire un pastiche. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Bon, et je pense, j'espère que si on regarde cette séquence-là, en tout cas, on comprend ce que c'est. Et que cette séquence, elle sort de la tête d'Argento par l'effet du montage ou de ce que moi j'avais envie de raconter. C'était mon envie, comme quand je fais rencontrer Monica Vitti et Dario Argento à Léour.
D'ailleurs, il faut savoir ce que c'est que les Our, il faut savoir ce qui s'est passé. Effectivement, le passé fasciste de l'italien, très problématique dans l'Italie, et on le sent ce paradoxe, me semble-t-il, dans le film. Hein. À la fois, mon oncle était fasciste, moi je l'étais pas. Après, il est au musée des traditions populaires, on fait plus de belles choses comme ça. L'Italie, elle est encore aujourd'hui, elle est tiraillée dans cette espèce de rapport au fascisme extrêmement important. Et puis, moi, j'avais envie de déplacer Argento sur un terrain beaucoup plus vaste, que moi, j'avais pas encore exploré vraiment avec lui, qui était un terrain beaucoup plus historique. Artistique et politique, voilà. Et aussi un rapport, on est toujours dans cette relation du passé et du présent, mais moi je sais que j'ai regardé ton film 2 fois et j'ai lu quelques articles de presse aussi là-dessus, et c'est vrai que je suis tombé parfois sur le mot de pastiche et tout ça, où voilà, Jean-Baptiste Aurey prend à son compte la forme d'Argentienne pour le filmer. J'ai dit mais non, c'est pas vraiment ça. Par contre, c'est vrai que moi dans la première vision du film, j'avais eu un souci, c'est que je disais effectivement tu y vas fort, justement, t'en as parlé tout à l'heure, il y a ce cut, cette sorte de rupture formelle très très forte avec ce noir et blanc et cette musique de Delerue qui induit une sorte de ton élégiaque qu'on pourrait finalement mettre sur le compte d'un rapport assez nostalgique, qui serait justement le mot qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais qui serait le mot contraire absolument de ce qu'on disait sur la mélancolie du rapport au passé présent, une sorte de volonté de faire revivre le présent. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéressait, c'est surtout dans les plans qu'il pouvait y avoir sur Rome, des plans où Argento n'est pas présent, où tu filmes, tu as des cadrages assez composés sur des choses qui effectivement on est en Italie, donc il y a un rapport au passé très fort, mais où il va y avoir d'un coup un jogger qui passe, je pense à cette scène dans l'école où d'un coup tu as ce rapport au passé très fort parce qu'il s'agit à Argento de raconter un peu son enfance. On voit avoir la personne qui va justement vouloir prendre une photo de lui, qui est un peu évacué dans le champ, mais il y a toujours cette présence justement de ce présent-là qui fait aussi échapper au film à un ton uniquement élégiaque. Bien sûr. Ouais. Mais moi, ça m'intéressait beaucoup. Mais par exemple, c'est des détails après. Mais par exemple, dans la séquence du lycée, qui est le lycée Mamiani, où il a passé donc 1 an et dans lequel il a tourné des séquences de Profondo Rosso. Et d'ailleurs, le plan s'ouvre par un plan de tableau. On ne sait pas au début où on est vraiment. Et c'est le tableau de Profondo Rosso qui avait été remisé dans les caves de lycée. Et moi, en me baladant. Et je tournais sur ce tableau, mais 3e sous-sol, et je comprends que c'est le tableau de Profondo Rosso. Et qu'un prof, il y a quelques années, avait retrouvé, ils étaient à 2 doigts de l'effacer, etc. Il a dit, lui connaissait Profondo Rosso, il dit non, mais ça, il faut le garder quelque part. Donc il est en bas, et plus on descend, plus on repart on descend dans l'histoire de l'Italie et du lycée, et on arrive en 75, avec les vieilles copies de l'époque, etc. C'est ce que j'ai un peu filmé, et puis ce tableau. Et moi, et donc par exemple, le temps passé, je prends un exemple tout bête, parce que l'idée c'est que quand on arrive dans ce lycée, donc plus le film avance, plus on repart dans son enfance. Hein, moi je voulais avoir cette espèce de mouvement, et que le film se termine par le surgissement des jeunes à la fin. Par exemple, il est en train de monter, on voit différents plans du lycée, on remonte petit à petit, et là on entend une salle de classe qui arrive. Et moi, il se met à parler des jeunes qui vont voir ces films. Et moi, j'avais envie qu'il y ait cette espèce d'énergie présente, et pour éviter le côté totalement funèbre. Au contraire, qu'à un moment donné, Argento arrive, mais il y a une génération qui est là, en fait, qui peut avoir vu ces films ou être sourde à ces films. C'est le temps qui passe, c'est comme ça, c'est pas grave. Et j'avais envie qu'on entende vraiment sur la bande son ces gamins sortir d'une salle de classe. Est-ce qu'ils connaissent Argento ou pas? J'en sais rien, c'est pas grave. Mais voilà, avant l'épilogue du film, qui est aussi un peu paradoxal, à la fois sombre parce qu'il évoque la mort de Fulci, mais il l'évoque sur un ton extrêmement enfantin, très très beau. C'est pour ça que je l'ai gardé d'ailleurs, entre parenthèses, ce dialogue, passé à cause du ton de la voix d'Argento, et puis le sourire de Jessica Harper, qui pour moi est un des plans les plus énigmatiques de l'histoire du cinéma, qui repasse au noir et blanc, etc. Argento est rentré dans l'histoire. Et que je le filme maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, et quoi qu'on fasse, quoi qu'on en pense, etc., il appartient à l'histoire, comme les tableaux qu'il adore, comme l'art, voilà, il a intégré cette histoire-là. Donc après, la question du montage, que moi j'ai conçu quand même tout le montage de la seconde partie comme étant toujours des images mentales qui provenaient de l'esprit d'Argento. En tout cas de ma vision de l'esprit d'Argento, toujours. Donc quand il rencontre Monica Vitti, je pique des plans d'ailleurs à l'Eclipse, je les vole. Et je vole même 1 ou 2 plans à Inferno, à Suspiria, à Kokoschka. J'avais envie que se mêlent, parce que pour moi c'est ça la beauté à la fois du cinéma d'Argento, et le rapport qu'on a à ces cinéastes-là, où d'abord on sait même plus ce qu'on a vu et pas vu, ce qui a eu lieu et ce qui n'a pas eu lieu. Et j'avais envie de mêler, y compris dans le montage, le flash du visage de Jessica Harper qui arrive dans la voiture, etc. L'idée c'était de faire un travail, un vrai montage mental, intégralement, pas du tout réaliste. D'où cette rencontre avec Monica Vitti à un moment, et ça me plaisait.
de se dire en fait toute sa vie Argento a rêvé de rencontrer Monica Vitti, mais pas Monica Vitti en tant que femme, même si c'était une des plus belles femmes du cinéma italien de l'époque, mais il a rêvé un jour finalement qu'on reconnaisse ce dialogue avec la modernité. C'est-à-dire que Argento, c'est Argento qui regarde Antonioni. Et si on ne comprend pas ça quand on voit les films d'Argento, on ne comprend rien. Et donc, plutôt qu'il en parle, ce qu'il disait dans la première partie, il dit, moi j'ai beaucoup été marqué par Antonioni, l'architecture, très bien. Mais en fait, je trouvais que c'était plus fort qu'il croise Monica Vitti. Alors le problème, c'est qu'on largue en race compagne les 9/10 des critiques à ce moment-là. Parce qu'il faut reconnaître Monica Vitti, il faut comprendre le truc, etc. Pourquoi ? C'est quelque chose dont on parle très peu, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a, c'est quoi ce délire dans les ouvres ? C'est quoi le champignon ? Voilà. Ça, c'est intéressant, parce que c'est là que moi, je raconte des choses plus du tout par une voix off, plus du tout par des extraits, mais par les moyens. Qui est présente au début du film, sûr, mais qui est complètement abandonnée. Complètement. Enfin, très présente, non, t'apparaît 2-3 fois. Oui, mais elle est quand même dense. Oui, voilà, mais en tout cas, elle disparaît. Elle disparaît complètement dans la deuxième partie, justement. Enfin, ça laisse justement. Il y a une place qui est laissée au spectateur. Parce que j'ai énorme envie dans la deuxième partie. D'abord parce que après, il se trouve que moi, ce qui m'a intéressé dans le fait de garder la première partie vraiment dans son jus telle qu'elle était, et en faisant 3-4 micro-modifs plus de l'ordre de l'étalonnage, du mixage. Mais ça revient sur ton rapport que tu avais avec ouais, lui. C'est-à-dire que moi, je faisais aussi. En fait, je me retrouvais aussi à faire un film sur ma propre évolution. Oui. Et c'est ça qui m'a aussi intrigué au début et intéressé en me disant non, il faut être honnête et y aller franco. C'est-à-dire que entre ce que j'étais il y a 20 ans. Bien ou pas bien, hein, et ce que je suis aujourd'hui, et ben je trouvais que voilà, et je me suis dit le cut il est là quoi. C'est-à-dire que mais aussi bien dans ce qu'on a envie de raconter, dans le fond de commerce, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Argento, moi j'étais hyper motivé il y a 20 ans pour le défendre, en parler, etc. Moi j'ai toujours envie de dire maintenant que le travail était fait, allez écouter, allez lire, moi je passe à autre chose. En fait, et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, parce que tout à l'heure on a mentionné, on a parlé du fait qu'aujourd'hui il était populaire, enfin que le travail était fait justement. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'aujourd'hui justement Argento, au-delà du fait qu'il est peut-être considéré comme un cinéaste de genre et qu'il reste assez populaire, ces cinéastes des années 70 qui sont encore considérés comme tels, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Argento justement trouve un jeune public ? Alors pour moi, il y a sans doute plein d'explications. Mais pour moi, il y en a 2-3. La première, elle est presque thématique, c'est que tous les films Argento, pour comprendre à mon avis le cinéma d'Argento, il faut se dire que, mais d'où son rapport à Léone. Pour moi, c'est deux cinéastes qui sont très très proches. Et même Cimino d'ailleurs, mais bon. On va pas commencer. Non mais si, mais j'avais prévu aussi de prévu, mentionner un moment, mais on a le temps. Vas-y. Mais en fait, ce sont des cinéastes qui, en fait, sont passés directement, on pourrait dire, du stade de l'enfance au stade d'adulte mélancolique. Voilà. Pour moi, il y a des cinéastes adolescents, et puis il y a des cinéastes enfants. Léone est un cinéaste enfant. Michael Cimino est un cinéaste enfant. Coppola l'a été jusqu'à la fin des années 70. On pourrait citer plein d'autres exemples, etc. Et Argento. Un cinéaste adolescent, pour toi, ça serait quoi ? Cinéaste adolescent, c'est un cinéaste en fait qui sait. C'est-à-dire que. Gaspard Noé, moi je dirais. Oui. Alors voilà, ça peut avoir du bon et du mauvais. C'est-à-dire que quand je vois un film d'Argento, le fait qu'il ne filme que la plupart du temps que des héroïnes qui ont tous entre 14, 15, 16, 17, 18 ans, qui racontent tous des histoires de passage de l'adolescence à l'âge adulte, ou plutôt de l'enfance tardive à l'adolescence, ça raconte que ça, Argento. Phénoména, qui pour moi est un de ses plus beaux films. Je sais qu'il y a beaucoup de débats entre Argentiens, etc. Moi, je défends à mort Phénoména. Je trouve que c'est le film dans lequel il parle le plus exactement de lui-même. C'est vraiment Phénoména. C'est 84, 85. Ouais. Et Phénoména ne raconte que ça. Quelqu'un, une enfant, très jeune adolescente, jouée par Jennifer Connelly, en fait, qui va découvrir l'extraordinaire violence en fait de ce que va être le monde adulte, etc., qui a pas du tout envie d'y rentrer. Donc, et son rapport, en fait, on pourrait dire une sorte de presque d'extraterrestre, une marginale. Le grand passage argentin, c'est un passage de marginal. C'est pour ça que ça parle autant aussi aux enfants, aux jeunes ados, le sentiment d'être un marginal, de pas trouver sa place.
utilise Ça, c'est souvent le l'étranger cinéma. qui Absolument. vient. L'étrangeté est quelque chose qui intéresse tout le cinéma d'Argento. Ça l'intéresse parce qu'il y a des monstres, parce qu'il y a des sorcières, ça l'intéresse parce qu'il peut filmer un lézard ou une chaise comme si c'était un truc important, ça l'intéresse parce qu'il a une façon d'aller capter des points de vue que personne n'imaginait avant lui, mais ça l'intéresse aussi parce que la plupart de ces personnages sont des personnages qui n'appartiennent pas à l'endroit où ils sont. Que ce soit aussi bien le journaliste, écrivain, artiste qui est américain à Rome, romain aux États-Unis, toujours décalé, toujours décadré. Ça, c'est vraiment la position, on pourrait dire, géographique argentienne. C'est toujours je ne suis pas là où je devrais être, grosso modo. Et puis, c'est aussi par rapport à la question de l'évolution, on pourrait dire de l'initiation mentale. Le moment où Jennifer Connelly sort du lac alors qu'on pense qu'elle s'est débarrassée du petit mauvais enfant et qu'elle sort comme la Vénus de Botticelli, comme une espèce de renaissance, etc. Ça, c'est le grand cinéma d'Argento. Et c'est pour ça que les adolescents et les enfants se reconnaissent. Il y en a plusieurs raisons, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le cinéma d'Argento parle à la jeune génération. Ce dont ça parle, ça tient plus pour toi que par exemple sa mise en scène, son esthétique. Non, j'avais dit ça. Je dis la première chose qui est la plus simple, la partie thématique littéraire, la psychologie des personnages. La partie esthétique, c'est toujours pareil, c'est que il y a une forme quand même de. Parce que c'est particulier, la forme d'Argento, bien sûr, mais moi, elle est extrêmement particulière. C'est plus que particulier, c'est que je pense qu'Argento a créé des images et des plans qui n'existaient pas avant lui. Donc, c'est d'un point de vue de l'apport artistique, c'est inouï. Je veux dire, Blue Velvet de Lynch n'existerait pas sans les films d'Argento. Je fais court, mais en gros, bon. Et tout un pan du cinéma qui viendra après, Argento était un inventeur de forme absolument incroyable. À mon avis, un des plus brillants de ces 40 dernières années. Et ils sont pas si nombreux que ça. Le problème, c'est que la partie esthétique, en fait, elle est plus sophistiquée. C'est-à-dire que, alors c'est toute la différence justement avec un cinéaste dont on parlait tout à l'heure, hors antenne, qui est Brian De Palma, c'est qu'Argento, c'est un cinéaste qui est à la fois totalement trivial et totalement sophistiqué. Ce qui en fait un cinéaste difficile. C'est à la fois un cinéaste dont on se dit c'est le genre, film de vidéoclub, on va voir Suspiria, La Sorcière, etc. Ouais. Et c'est en même temps un cinéaste en fait ultra intello. Oui, qui se réclame de Bergman énormément. Oui, non, mais quand je dis intello, c'est pas un intello dans le sens où il théoriserait son espèce de rapport à l'intérieur de ses films, mais c'est un cinéaste qui est extrêmement cultivé, qui est extrêmement sophistiqué dans la façon dont il utilise les références, ce qui fait que quand on rentre dans un film d'Argento, on peut être séduit par la dimension générique, populaire, les codes du genre aurait dit Umberto Eco, l'énigme aussi, mais toute la partie moderne, toute la modernité d'Argento, elle est difficilement accessible, ou elle est beaucoup plus difficilement accessible qu'un cinéaste de sa génération américain, pour faire court. Argento, je veux dire, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de visiter des musées avec lui. Il vous raconte l'histoire de Pontormo ou du maniérisme italien sur le bout des doigts. Il a une connaissance de l'histoire de l'art et donc évidemment là tout de suite pour beaucoup de spectateurs, la dimension à la fois séduisante et sophistiquée, parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose de particulier dans sa mise en scène, de pas vraiment orthodoxe, d'inventif par moment, etc. Mais c'est tellement codé. Et c'est tellement sophistiqué qu'on a un mélange qui est à mon avis assez rare dans l'histoire du cinéma contemporain, d'un cinéaste qui arrive à être sur ces deux. Il y a deux types de spectateurs d'Argento pour moi. Il y a le spectateur qui attendait la prouesse technique, ceux pour lesquels le plan L'Ouma de Ténèbres est indépassable, et ceux qui attendaient les meurtres. Plus c'est violent, plus les femmes, ça c'est vous par exemple. C'est l'adolescence. Étienne. Alors voilà. Donc souvent des gens qui en prennent avec leur mère, grosso modo. Mais il y a ce type de spectateur. Et puis il y a un spectateur auquel dont moi je fais partie, c'est-à-dire qui n'a jamais vu les films d'Argento dans un plaisir un peu geek de violence ou d'horreur, pour être tout à fait honnête. Ça m'a jamais intéressé au cinéma, ça, y compris quand je vais voir Massacre à la tronçonneuse ou quand je vais voir Carpenter, que je trouve qui est beaucoup plus en deçà par rapport à des cinéastes comme Sam Raimi, Peter Jackson et le gore. Bon, à moins de s'appeler Lucio Fulci, on en fait quelque chose esthétiquement du gore. Mais la violence, le côté même pas subversif, mais presque révulsant des meurtres, mais pas du tout quelque chose qui m'a attiré même quand j'étais gamin. Moi, ce qui m'a attiré tout de suite chez Argento, c'est la dimension, c'est le secret, c'est la puissance esthétique, et je me dis, c'est la métaphysique du mec. Justement, j'avais un peu une question par rapport à ça. Et pour revenir à ton film, c'est que le titre de ton film fait référence à un film non fait de Jacques Tourneur. Qui est considéré dans l'histoire du cinéma un grand nom le grand cinéaste du hors-champ et du secret, donc celui qui a vraiment avec donc les productions Val Newton années 40 du cinéma d'horreur ou fantastique où rien n'était vu, donc et
je voudrais que tu reviennes là-dessus, en sachant que c'est vrai qu'il y a un rapport au hors-champ complètement différent, en sachant qu'Argento, effectivement, et tu es beaucoup revenu là-dessus à travers ton livre et ton documentaire, c'est quand même le cinéaste du champ. Il faut refouiller dans le champ, mais tout est là finalement quelque part. Même s'il y a des trucs codés, cryptés, voilà. Et Tourneur serait plutôt l'inverse. Je voudrais que tu reviennes sur l'usage de ce titre-là pour ton film. D'abord parce que Sacha, vous avez passé un extrait au début de l'émission de Sacha Pitoev, donc le fameux antiquaire Casagnan dans Inferno, qui donc torture les rats qui envahissent sa petite boutique brocante. On est dans un endroit totalement à New York qui n'existe pas. On est entre Rome, New York. Enfin, il y a dans le bayou à New York. Quoi. Aucune dimension réaliste. Donc c'est extrait de Inferno, qui est un objet assez particulier aussi parce que radical dans sa forme justement où on oublie. Inferno, c'est le crash test Argento. C'est-à-dire que quand on a passé le crash test Inferno, on est prêt. Tout simplement. On peut aller, pour moi c'est sans doute son plus grand film, mais il faut passer le test. C'est-à-dire que quand ceux qui ont passé le test Argento, ils peuvent avoir la carte de fidélité, voilà, évidemment. Mais il faut le passer quand même, parce que quand on aime vraiment Argento, on aime passionnément Inferno. Parce que c'est la quintessence du cinéma. Il y a quelque chose où on revient à l'essentiel constamment. Et puis... Non mais alors ce que je voulais dire par rapport à les explications justement, on revient sur pas sur Val Newton, sur Casagnan. Non mais ce qui est intéressant parce que il se fait avant de se faire tuer, il a un échange avec Rose Elliott, une espèce de poétesse romaine installée à New York, etc. Et donc c'est le deuxième volet, il faut le rappeler, de la trilogie des mers, qui réalise en 1980. Et il a cet échange avec l'antiquaire, et Casagnan lui dit: le seul vrai mystère, c'est que nos vies sont gouvernées par les morts. Phrase exacte, qui est une phrase qui pourrait être directement tirée d'un film de Jacques Tourneur. Il y a d'ailleurs dans le scénario non écrit de Jack Turner, Whisper in the Dark Corridor, la première phrase est quelque chose de cet ordre-là. Le seul vrai mystère aujourd'hui, c'est que les vivants sont minoritaires par rapport aux morts. Donc ça, voilà. Alors on pourrait, de toute façon, n'importe qui s'intéresse, à mon avis, à la question du genre, du secret, du hors-champ, du mystère, du fait que le monde est plus grand que ce qu'on en voit. Et forcément, quand on est cinéaste ou pas, forcément passer à un moment donné par Jacques Tourneur. Et d'ailleurs, il y a une citation très directe dans Suspiria de la séquence de la féline, de la piscine dans la féline. Donc évidemment. Donc moi j'avais envie, en fait, d'inscrire aussi Argento dans ces pas-là, non seulement parce que effectivement il y a une dimension tourneurienne, on pourrait dire, dans le cinéma d'Argento, mais encore une fois, c'est plus qu'un problème théorique de hors-champ. C'est encore une fois, c'est une métaphysique du monde. Je pense que la métaphysique du monde d'Argento, elle est proche de la métaphysique du monde de Jacques Tourneur. D'Argento, il a une façon de filmer, vous avez toujours le sentiment qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent que de choses que nous, on peut voir ou percevoir. Ce soit un décor, le côté poupée russe des décors, le fait que quelque chose qui était semblait anodin en fait est extrêmement important, le travail sur le son, l'école de Suspiria, etc., etc. Mais là où la métaphysique d'Argento, moi, elle m'intéresse par rapport à une métaphysique plus politique qui serait celle de Brian De Palma, c'est que Argento pense toujours que en fait c'est au fond de soi que l'énigme se trouve. Il y a évidemment des manifestations et même des choses incroyables dans Suspiria, le fantôme du nazisme qui vient tuer comme ça l'aveugle Daniel. C'est pas dit tel quel, mais la place, Munich, l'aigle qui est filmé, l'endroit où Hitler a fait son discours. D'où le fait que Argento est un cinéaste sophistiqué. L'assassinat de Daniel, on peut le voir comme un type qui perd ses boyaux parce qu'un berger allemand le frappe à la gorge. Très bien, pas hyper intéressant. Par contre, on peut le voir, et là ça me devient beaucoup plus intéressant, comme le ressurgissement d'une histoire et du passé fasciste de l'Italie et nazi de l'Allemagne. Et c'est là que le film prend toute sa puissance. Le rapport au mal d'Argento, qui est le contraire du mal chez Carpenter, entre parenthèses. Parce qu'il travaille beaucoup, c'est quand même phénoménal. Bien sûr. Ça le travaille, mais parce que c'est un Italien, qu'on ne peut pas oublier qu'Argento est un cinéaste italien. Il a vécu à Rome, il a été... il est né en 40. Bien sûr, il est né alors que Mussolini était encore là, avant la défaite en septembre 43. Il a vu tous ces fascistes qui sont re-rentrés dans l'Italie de tous les jours. Il n'y a pas eu de procès, il a vu ça. Que Argento a vécu avec l'histoire de l'art et une histoire de l'Italie qui est sans doute l'histoire la plus, à part évidemment l'histoire de l'Allemagne, la plus pesante de l'histoire européenne. Oui, parce qu'il grandit aussi dans l'art, dans la photographie. Sa mère est photographe, son père distribue des films à l'étranger, Salvatore Argento, mais il a un oncle qui est fasciste, et puis tous les gens qui ont vécu cette période-là en Italie sont entourés par les fascistes. Et à un moment donné, c'est comme les collabos en France, à un moment donné, pour que c'est De Gaulle et les collabos, c'est que pour que le pays avance, il faut oublier, quoi.
Il faut qu'on se remette tous ensemble et qu'on avance, des collabos résistants ensemble. Bon, le problème de l'Italie, du fascisme en Italie, c'est que l'Italie a perdu la guerre. Et ça change tout. Enfin bon, on va pas faire un cours d'histoire sur l'Italie, mais c'est capital ça. C'est absolument capital, et y compris même dans la vision d'Argento. Donc la métaphysique d'Argento, pour moi, elle est résumée par... Enfin, il y a plein de plans, mais il y a 2 plans de fin des films d'Argento que je trouve brillantissimes, qui pour moi sont les plus beaux. Et c'est pas le meurtre. C'est le dernier plan de Profondo Rosso. Le reflet dans la flaque. Voilà. David Hemmings, tête bêche dans le sang, qui est à la fois de la peinture, du rouge, on ne sait plus d'où ça vient, dans une flaque de sang. Sur lequel défile le générique. Défile le générique, et lui se passe la main sur le visage. C'est le Profondo Rosso du titre, il arrive en réalité juste à la fin, et il comprend que le vrai mystère, c'est lui-même, c'est son reflet. D'ailleurs, tout le film est autour d'une histoire de reflet qu'on n'a pas vu. Et le dernier plan de Suspiria, Jessica Harper, que j'ai remis dans le film, parce que pour moi, ça reste un des films les plus fous de l'histoire, de plans des plus fous de l'histoire du cinéma. C'est Jessica Harper qui vient d'échapper à l'enfer, aux sorcières, à la destruction de la façon très littérale, absolument. Ouais. Elle sort de là, et pluie battante, etc. Et puis il y a le sens du cadre, chez Argento. C'est aussi une génération qui savait cadrer, parce qu'il n'y avait pas de numérique, donc on prenait le temps de cadrer. Des films en Technicolor, c'est ça? Ouais, Technicolor, absolument. Luciano Tovoli à la lumière, bon. Et d'ailleurs, il y aurait d'autres liens, entre parenthèses, à faire avec un autre cinéaste qu'il a bien connu, qui était Bertolucci, parce que c'est 2 cinéastes très proches, dont l'un a pris toute la lumière académique à un moment, qui est Bertolucci, et l'autre a pris la lumière du genre et des geeks, alors que les 2 sont très proches. Quand on voit Le Conformiste, par exemple, il y a des séquences du Conformiste qui pourraient être signées par Argento, enfin bon. Et donc le dernier plan de Suspiria, qui à mon avis est magnifique, au moment où Jessica Harper sort, donc elle réchappe à cette espèce d'académie de danse qui part en feu, avec cette convention géniale qui est que dans tous les mauvais films fantastiques ou d'horreur, quand on ne sait pas comment terminer un film, on met le feu à la maison et elle s'écroule. C'est connu ça. Et Argento, il va filmer ça. Il le refera sur Inferno aussi. Et ça montre bien combien il y a chez lui à la fois la croyance absolue dans ce qu'il va filmer, et en même temps la conscience totale que, c'est le sourire de Jessica Harper, au fond tout ça n'était qu'un effet spécial. Et elle rit elle-même d'être sortie de ce film, qui se termine de la façon la plus conventionnelle qui soit de ce point de vue-là, mais son sourire rattrape tout. En fait, là où ça aurait pu être qu'une fin un peu ridicule, combien de mauvais films d'horreur de série B, Z se terminent par une maison qui s'écroule et en feu, même dans Carrie Brian De Palma, que lui sauve par la ressortie de la main. Vous savez, Étienne, vous aimez beaucoup ce film Carrie, pour des raisons personnelles sur lesquelles on ne va pas revenir. Et, tout ça pour dire que le sourire de Jessica Harper à la fin est génial pour cette raison-là. C'est à la fois l'effet spécial. Est-ce que c'est le moment où elle vient de passer d'un état d'enfant à un état d'adolescence? Est-ce qu'elle a compris quelque chose? Est-ce que c'est Argento? Moi, il m'a toujours laissé dans le doute un petit peu, qu'elle sortait. En fait, on peut le lire aussi comme ça. Elle sort vivante d'un film d'Argento. Ce qui est extraordinaire. Et donc, pour moi, je dis ça, mais si vous me laissez 1 heure, j'y réfléchis, j'ai encore 10 explications possibles. Autrement dit, c'est une des fins les plus énigmatiques. Et ce qui fait que les films d'Argento, on peut les voir et revoir. Et moi, j'ai vu, j'imagine un peu comme vous, mais peut-être un peu plus moi, 40, 50, 100 fois les films d'Argento, et je trouve toujours une matière nouvelle, parce qu'on vieillit, parce qu'on a des choses qu'on n'a pas vues, parce qu'on voit un petit détail, etc., qui font que c'est des films qui sont extrêmement riches de ce point de vue-là. Dernière chose que je voulais dire sur la question du hors-champ. Parce qu'en fait, la question du hors-champ, elle est par rapport à ce que vous me demandiez autour de Jacques Tourneur, etc. C'est que je pense que, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, la question de la mémoire, la question du passé, la question des traumas, de ce qui revient, la question mentale, la dimension métaphysique, qu'en fait, il n'y a pas de secret. Pour ça qu'Argento est mélancolique. C'est quand même énorme. C'est qu'à la fin, les films d'Argento nous disent, mais en fait, il n'y a pas de secret. Ce qui est pour un mélancolique un truc toujours terrible. Parce que le mélancolique pense qu'il y a toujours un... Bon. Et ce qui est très très beau dans la question du hors-champ chez Argento, c'est qu'en fait, le hors-champ, il est toujours au fond de l'image. Et ça, c'est un traitement qu'on se mettra à voir dans certains films américains au milieu des années 70, pour des raisons politiques, là, pour le coup. L'histoire qui est au fond du champ. Alors que, historiquement, le fait que le hors-champ soit sur les bords du cadre, politiquement, c'est pas la même chose. Bon, après, on pourra en parler des heures. Mais ça veut dire que cette idée, finalement, que l'autre est soi-même, ou que le monstre est soi, etc., n'occupe pas, à un moment donné, le cadre, et que le monstre soit toujours hors-champ, mais bord-cadre, politiquement, ça n'a pas du tout la même signification. On pourrait dire que le fait de se dire le hors-champ, c'est ce qui du cadre n'a pas encore été dévoilé.
politiquement, ça n'a rien à voir. Et donc, donc ce territoire nous appartient pas non plus, quoi. Bien sûr. Parce que moi, je pense régulièrement à Délivrance de Borman, où justement, il y a un plan assez génial au début du film où on voit la forêt et en fait, on voit que tous les rednecks sont cachés derrière les arbres. Ils étaient déjà dans le plan, mais cachés en fait. Et c'est vrai que je pense souvent à ce plan-là quand je vois des films de Argento, en me disant ce territoire finalement n'appartient pas aux héros, mais à des gens qui étaient déjà présents, mais cachés en fait. Alors c'est pour ça qu'Argento a poussé encore plus loin, et à mon avis, je pense que c'est le seul à pousser encore plus loin cette idée que, en fait, tout est déjà là, dans le cadre, début de Profondo Rosso. Oui. L'audace d'un cinéaste dont la trame générique et superficielle est un thriller, Whodunit, qui a tué, qui fait faire un film de 2 heures, et qui, au bout de 10 minutes, nous montre le tueur. Mais il a une telle confiance dans l'art de la mise en scène, dans sa gestion de la mise en scène, et il a une telle connaissance du regard du spectateur qui sait que cette information-là, personne ne va la voir. Autrement dit, ce que raconte aussi Argento, c'est une génération qui a appris aussi à décoder les images et qui sait que voir, en fait, ça suffit plus. Il faut déchiffrer. Et donc on voit bien la dimension très sophistiquée de ce cinéma-là. C'est que si on est passif de voir un film d'Argento, si on n'est pas comme David Hemmings dans Blow Up, on est mort, on ne comprend rien. Donc Argento, il fait aussi partie de cette génération de cinéastes qui a attendu qu'on déchiffre tout simplement le cadre. Parce que comme tout est déjà dans le cadre, il y a ceux qui déchiffrent bien et ceux qui déchiffrent moins bien. Mais y compris même dans Phénoména, lorsque Jennifer Connelly a une crise de somnambulisme, elle s'égare sur la toiture de la demeure, elle manque de tomber et d'un seul coup, elle voit quelque chose à travers une fenêtre contre-champ. Si vous regardez, vous savez déjà qui est le tueur. 45 minutes avant la fin. Mais personne ne le voit. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il raconte dans le film, dans la première partie sur le tournage de Nono Sono, lorsqu'il explique au chef-op Roddy Taylor ce qu'il veut faire. Parce que ce qui est compliqué pour Argento, c'est ça a souvent été d'expliquer en fait à ses techniciens, de verbaliser ce qu'il a, parce que faut se dire qu'on voit les films d'Argento, mais comment ce type-là a expliqué à son équipe technique ce qu'il voulait faire, dans le sens de les embarquer dans l'aventure. C'est pas évident, c'est tellement pas orthodoxe souvent, c'est tellement des changements de point de vue, des choses très osées qu'il a fallu qu'il lui explique. Il s'est entouré de très bons techniciens, bien sûr, mais dans Nono Sono, c'était une chance de capter ça, je pense. On voit avec Roddy Taylor, qui est un chef-op donc anglo-saxon, et moi j'ai assisté au tournage, il bataillait très souvent avec lui. L'autre était plus classique, quoi. Voilà, un personnage voit contre champ, voit ce qu'il voit. Il faut que tous les plans qu'on fait ont un rapport avec la narration, le récit de l'histoire. Argento, il pense pas du tout comme ça. Argento, il le dit. Si j'ai envie d'aller filmer le point de vue d'une chaise à un moment donné parce que ça me semble correspondre à un truc que je sens, il va le faire. Le problème, c'est qu'il faut embarquer une équipe technique là-dessus. Parce que si l'équipe technique commence à douter, disant mais lui il a complètement pété les plombs, on va vers une catastrophe. Ce qui lui est arrivé pour son premier long métrage, son producteur lui a dit on comprend rien. On comprend rien. Alors qu'il venait de faire un film révolutionnaire. Le Palace de Cristal est un film révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu en fait un film comme ça, jamais. Mais il s'est retrouvé avec un producteur qui lui a dit non, on va prendre autre chose pour finir le film, quoi. Je crois que ça a été Duccio Tessari qui avait été contacté pour reprendre en main. Mais l'Argento est malin, comme tous les cinéastes un peu malins, c'est qu'il faut jamais trop tourner. L'intérêt, c'est qu'à l'époque, il tournait en 35 mm. Aujourd'hui, on se couvre. On se couvre et on fait aucun plan. Enfin, on pourrait faire une autre émission là-dessus. Tu as une chose à raconter là-dessus. Non, mais je veux dire par là, c'est-à-dire que la qualité de la maîtrise de la grammaire visuelle, de la mise en scène, savoir, je voyais comme ça parfois des films récents et je me disais c'est fou comme on a le sentiment que la personne qui réalise premier, deuxième, troisième film ne maîtrise pas la grammaire du cinéma. Comment est-ce qu'on fait rentrer un passage dans une pièce? Comment on rend intéressant un dialogue? Il va prendre une cigarette, comment on le filme? Des choses, je parle même pas de vision artistique, esthétique, des choses beaucoup plus basiques, c'est comment on fait pour que de la fabrication, qu'elle soit efficace, qu'elle soit compréhensible et lisible. Vous vous rendez compte aujourd'hui, à cause du numérique, en partie à cause du numérique, combien en fait ces qualités, ce qu'on pourrait appeler ce savoir-faire, c'est énormément dégradé dans les films qu'on voit aujourd'hui. Je regardais récemment un film qui s'appelle Après la guerre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc sujet qui m'intéressait sur la question des brigadistes et des années de plomb. J'ai été frappé de voir combien ce film était mal réalisé. Il n'y a pas un plan dans le film dont on se dit il aurait pu être autrement. On sent qu'à aucun moment, la réalisatrice, que je ne connais pas, ne sait exactement où mettre la caméra. Elle ne sait jamais où la mettre. Et donc tous les plans sont flottants.
Et donc aucun plan ne marche. Alors c'est redoutable ce genre de choses-là quand on voit des films d'action aujourd'hui. Comment rendre intelligible un espace. On parlait de Walter Hill, de McTiernan, conventionnel bien presque sûr. aujourd'hui. Mais... C'est que et donc le savoir-faire. Bon, tout ça pour dire que avec un cinéaste comme Argento qui tournait à l'époque en 35 mm, en pellicule, etc. Il s'est toujours arrangé pour ne pas couvrir précisément. Et ça, c'est le cas de beaucoup de cinéastes qui savent qu'ils font souvent des films un peu, pas difficiles, mais il va falloir se battre un peu avec les producteurs. Moralité, on a beau récupérer le matériel. On peut rien faire d'autre on peut rien faire d'autre que ce que lui voulait en faire. Ce qui est un pari risqué parce qu'il demande au spectateur un effort. Moi, c'est l'impression que j'ai eu en revoyant beaucoup de ces films, un effort pour croire à ce qu'il raconte, parce qu'il nous plonge dans un univers, dans une enquête, dans une énigme en fait, qui peut paraître extrêmement artificielle en fait. Et ce qui pour un spectateur aujourd'hui, en tout cas, et pour moi par exemple, est pas forcément évident. C'est-à-dire, il faut quand même pouvoir justement s'accrocher à une histoire de Argento. Il y parvient, je trouve, mais justement, c'est sur la corde raide. Mais parce qu'on a oublié de dire un truc. Enfin, on a oublié de dire beaucoup de choses. Mais on a oublié de dire un truc quand même, c'est que Argento, c'est un cinéaste qui est à la fois maniériste, dans ce courant maniériste, etc., dont on a déjà parlé, mais c'est aussi un cinéaste baroque. Et cinéaste de la pointe, de la jouissance esthétique, du coup de poignard dans la gueule. Autrement dit, quand bien même la dimension maniériste, on ne la capte pas, il vous récupère par la dimension baroque. En fait, c'est toujours comme ça qu'il joue, d'une certaine façon. Le baroque, c'est un choc esthétique, le fameux travelling de la Luma, le plan des corbeaux dans Opéra, les 12 premières minutes de Suspiria. Là, on ne cherche pas à comprendre qui, quoi, quand, où est la sorcière. C'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du cinéma d'un film qui commence comme les 12 premières minutes de Suspiria. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et là, il nous prend par la fête des sens. Autrement dit, il ne nous prend pas par un travail plus sophistiqué, maniériste, de connaissances, de couches, de mémoire, de culture. Il nous prend à la façon baroque. Il nous dit, mais il pourrait épuiser aussi. D'un point de vue dramaturgique, mais ça c'est assez sidérant. Enfin, moi je suis pas hyper spécialiste de tout ce qui est le giallo et compagnie, mais c'est quelque chose qu'on ressent aussi chez Mario Bava, qui est aussi un des grands maîtres et un des grands fondateurs du genre, enfin du giallo en tant que genre. Et on se dit aujourd'hui, quand on regarde ces films-là, qui étaient des films quand même presque l'égal de la pornographie quand ça sortait, c'est-à-dire en fait du film complètement populaire, mais quand on les regarde aujourd'hui, on se dit, mais en fait, ces films-là, leur place, c'est dans les galeries d'art, quelque part. On pourrait dire ça. En termes de production, en termes d'esthétique, clairement, on est dans des propositions plastiques hyper radicales. Alors même qu'à l'époque, c'était plutôt des films qui étaient probablement projetés dans les cinémas de quartier. Ça a été la force du cinéma italien à cette époque-là. C'est ce qu'on disait au tout début. C'est-à-dire cette espèce de conversation incroyablement productive et inventive entre les formes populaires et les formes modernes. Voilà. Ça a duré une quinzaine d'années dans l'histoire du cinéma italien, et aussi un peu aux États-Unis, mais énormément. Les États-Unis ont aussi dialogué avec ça. Monty Hellman ont aussi emprunté à des formes européennes, mais il n'y a pas un autre endroit dans le monde où en Italie ça a pu produire de tels chefs-d'œuvre. Mais c'est ça qui est sidérant. Voilà, cette conversation-là. Que, donc on est à la fois du côté le plus populaire qui soit, et du plus expérimental qui soit. Quand on voit La Baie sanglante de Bava, il y a 20 idées de cinéma par minute. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors c'est vrai que quand on va au cinéma aujourd'hui, la dimension expérimentale de l'art cinématographique, pour plein de raisons, en fait, elle s'est évanouie. Elle est beaucoup plus faible qu'avant. Aujourd'hui, le max de l'expérimentation qu'on peut voir, c'est un plan de Christopher Nolan par moment, un délire publicitaire de Refn. Bon, on n'a pas grand-chose, ou alors un long plan de Keshish. Bon, on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Alors qu'à l'époque, qui s'appelle Bava, même dans des films plutôt mineurs de cinéastes, à la Martino, ou La Queue du Scorpion, ou Fulci, ou Damiani, ou Aldo Lado, toute cette génération-là, même comme toujours, quand l'époque est grande, les moyens sont bons. Même dans des films de série, il y avait des moments, des séquences incroyablement novatrice, inventive, qui va évidemment disparaître très radicalement dans le cinéma italien peut-être début des années 80. Mais Argento, on pourrait dire, c'est l'aristocrate de toute cette génération-là, d'une certaine façon. Après Bava a été une pierre, il faut évidemment jamais l'oublier, fondatrice, etc. Mais et puis Bava a aussi inventé le slasher. La Baie sanglante, c'est 10 ans avant le slasher. Mais Bava, c'est autre chose. Il y a un amour chez Argento, en fait, pour la matière vivante, mais mis au même niveau. Les insectes et les individus. Phénoména, insectes, singes, etc. Quand elle dit « je vous aime », Jennifer Connelly, et qu'elle s'envole dans les airs, etc., elle s'adresse
aux formes de vie qui sont devant elle, quoi. Alors que chez Bava, c'est pas ça. Bava est quelqu'un qui est devenu de plus en plus cynique, qui avait presque une espèce de presque de détestation, voire d'amusement ou de dégoût de l'humanité. Une sorte de nihilisme. La bête sanglante, par exemple. Voilà. Il y a un nihilisme chez Bava qui a pas du tout, là pour le coup, chez Argento. Ils sont, comme toujours, ils sont proches en surface, mais quand on plonge et qu'on creuse dans leur filmographie, à part la couleur rouge et bleue, et puis 2-3 trucs, mais ça c'est pas. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rassurant chez Argento, justement à ce niveau-là? Je pense. Alors moi, le dernier plan de Suspiria m'inquiète toujours un petit peu, mais justement. Je revoyais, c'est à la fin d'Inferno par exemple, je suis pas inquiété à la fin de Inferno en fait, de voir les héros peut-être s'en sortir, c'est peut-être juste là-dessus en fait, et peut-être pour ça qu'à un moment il est populaire, ou la fin de son premier film, pareil, tous les problèmes sont réglés en fait, presque. Enfin moi j'ai pas cette vision-là des films d'Argento. D'abord parce que je pense que il faut faire la différence entre une fin de la narration, de l'histoire. La fin de l'histoire. Autrement dit, on a résolu l'énigme. C'est lui qui a tué. Mais la différence entre, pour moi, et c'est ça que je trouve toujours le truc génial chez Argento, c'est l'écart qu'il y a entre la résolution de l'énigme et la puissance formelle du film. Voilà. Quand on comprend ça, on se dit qu'il y a un hiatus. Évidemment. Il y a un hiatus, ça change tout. Et que si l'enjeu du film est un enjeu narratif, un peu basique, littéraire, oui, d'accord, un tel a tué, c'était sa mère, c'est pas très intéressant. Mais pour raconter ça, la puissance esthétique d'Argento derrière montre que c'est un peu le coup du magicien. Et tout est dans le détail aussi chez Argento, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut raconter une histoire d'un film, ça ne sera pas forcément très intéressant d'ailleurs. Par contre, si on rentre dans le détail, d'un coup, ça prend une dimension complètement différente. C'est beaucoup plus des aventures esthétiques et optiques, et des aventures donc métaphysiques que des aventures narratives. Enfin, me semble-t-il. Ouais, bien sûr. Mais moi, je pense au spectateur en fait de l'époque comme aujourd'hui. Non, mais d'abord le spectateur, on sait jamais. Il y a de tout, et en plus Argento, quand il fait ses films à la fin des années 60, début 70, c'est pas le même type de spectateur quand même. Je veux dire, on en a plusieurs fois parlé, il y a un niveau d'exigence, d'attente, de familiarité avec les formes d'art, de cinéma, qui fait qu'on peut mettre la barre assez haut et on se dit il va peut-être nous suivre. Aujourd'hui, entre la distrie, les producteurs, l'état du cinéma, YouTube, Netflix, les plateformes, les séries télé, c'est sûr qu'un film comme ça, on en demande 10 fois trop aux spectateurs. Mais à l'époque, non. C'est-à-dire que je pense qu'Argento a un respect au contraire pour le spectateur. C'est les gens de sa génération en plus qui ont été élevés comme lui, qui ont lu les mêmes journaux, qui ont vu les mêmes choses. Et c'est un moment où il y a une espèce de... c'est le fameux âge d'or, fin 60, 70, où tout est au taquet, où on pense que le spectateur peut voir des choses extrêmement osées, qu'il va comprendre, on lui fait confiance, qu'on s'autorise des choses incroyables, qu'on n'est pas dans le moment où j'aime ou j'aime pas, c'est que la nuance est plus intéressante, où on essaie ce de voir que disait aussi Paul Schrader dans We Below It. Bien sûr. Et donc quand vous dites à la fin on est soulagé, moi je sors d'Inferno, j'ai ce type là, Lee McCoskey, qui a la présence d'un gastéropode qui s'en sort, c'est pas ça dont je me souviens. Ce dont je me souviens, c'est Rose Elliott, c'est la séquence de la cave. Moi j'avais même ouvert le livre à l'époque, je sais même plus, je l'avais dit en ces termes, peu importe, mais que la séquence de la cave d'Inferno pour moi suffisait à faire d'Argento un grand cinéaste. Quand même, il aurait tourné que cette séquence-là. C'est ce sur quoi t'ouvres ton livre, d'ailleurs. Dans l'eau, là. C'est ça. Parce qu'à l'origine, le livre devait s'appeler Dario Argento, Le monde contenu dans une flaque d'eau. Et à l'époque, les cahiers m'ont dit, c'est un peu hardcore, donc on va changer le titre. Voilà. Mais voilà, donc cette séquence-là, pour moi, prouve immédiatement, en 7-8 minutes, presque plus que la séquence de Suspiria, qu'on a affaire à un grand cinéaste. Mais voilà, la mort de Casagnan que vous avez passé au début de l'émission, c'est cette espèce de vendeur de saucisses qui surgit et lui donne le coup fatal. Moi, je me dis, je sors d'un monde où j'ai vu ça. Je suis pas convaincu que la survie du blondinet me rassure. Après, on dit différent. Je sais que vous avez je sais qu'il y a eu des moments traumatiques. Mais après, je sais Carrie, je sais tout ça. Mais c'est marrant en fait le rapport à Argento, justement, quand on évoquait le fait qu'Argento, il pouvait encore y avoir beaucoup de public pour ces films-là, parce qu'effectivement c'est des propositions formelles hyper fortes et qui sont assez propres effectivement au giallo, comme on l'a dit également, qui sont presque, on pourrait presque les mettre dans la case
cinéma expérimental pour aller très très vite. Enfin, regardez Et qui les c'est clips complètement différent. d'Antonioni. Oui, Est-ce que bien c'est sûr. pas une proposition formelle extrêmement forte? C'est du Carrément, même niveau, carrément. hein. Mais moi, je vais juste me poser par rapport au cinéma américain. Par exemple, on sait que l'économie, ça avait été un peu terrorisé par Scorsese ou Michael Henry Wilson dans leur documentaire. C'est les cinéastes contrebandiers. C'est-à-dire, on a cette ligne très très forte entre, on a le récit classique, des règles de dramaturgie. Il faut toujours se fixer entre une efficacité de récit redoutable et puis en tant qu'auteur, en contrebande, on passe par derrière. C'est par exemple De Palma a beaucoup fait ça. On est dans beaucoup de cinéastes, enfin tous, Scorsese, on est dans des récits classiques, de conventions, on les investit et on peut très bien, d'un œil, quand on n'est pas un œil averti, passer complètement à côté de tout ce qui se passe au niveau souterrain. Argento, on ne peut pas passer à côté justement de cette dimension absolument baroque au niveau esthétique. C'est elle qui saute en premier lieu. Alors, ouais. Contrairement à tout ce qui peut se faire en cinéma américain. Mais parce qu'il faut pas, parce que le problème, enfin, c'est très compliqué de comparer le cinéma américain au cinéma européen. Bien sûr, mais et Argento, il y a très peu de liens. Argento a vu des films américains, bien sûr. Mais il faut pas du tout mettre ses lunettes, je dirais américaines, quand on filme d'Argento. Et moi, je les mettais par rapport aussi à l'évolution du cinéma américain, c'est-à-dire que là, quand on voit le cinéma américain à l'état actuel, dans l'état dans lequel il est, les auteurs qui surnagent sont justement des auteurs dont on ne peut voir que la forme. C'est-à-dire les Nolan, les Villeneuve. Il y a eu un remake de Suspiria d'un nouveau bonhomme, j'ai oublié son nom, mais qui est absolument atroce, mais qui fait un cinéma hollywoodien relativement majoritaire, c'est-à-dire du blockbuster d'auteur. C'est les rares personnes qui font du blockbuster d'auteur, mais leur marque d'auteur, leur marque esthétique, on ne voit qu'elle en fait. Si on compare Blade Runner 2049, c'est un film par exemple qui n'aurait jamais pu être produit par le cinéma américain. Moi, la force esthétique de Denis Villeneuve, je la cherche. Ah non, mais moi aussi. Non, mais je veux dire, par là, il faut y a un moment donné, c'est pas parce qu'on fait un plan long et qu'on c'est en termes de signe extérieur. C'est une marque, c'est un signe extérieur. Moi, je parle de signe extérieur d'esthétisme en fait. Oui, mais je compare pas du tout ça avec De Palma, Argento ou Peckinpah. C'est pas du tout du même ordre. Ah, mais bien sûr. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le rapport parce que je pense que ça, c'est une contre-proposition justement par rapport à un cinéma qui est devenu très inféodé au narratif et ça vient de la série, le mode d'écriture sérielle contamine le blockbuster et compagnie. On est dans un récit qui est basé sur des règles dramaturgie vieilles comme le monde, d'identification, de monde étendu et la forme, dégradation en fait, évidemment du regard majoritaire, mais c'est une évidence ça, que on le voit, on le lit, on le sait. Moi, j'ai enseigné, on voit très très bien que la qualité de l'œil ou du regard, on pourrait dire, quand je dis moyen au sens strict du terme, c'est ultra dégradé. C'est-à-dire qu'on est dans un moment très, très paradoxal et très drôle, où il y a d'autant plus d'images, il y a énormément d'images partout, on est submergé d'images, mais on les comprend de moins en moins. Là, on parle d'un moment, les années fin 60, 70, même début 80, où on n'a pas du tout ce niveau d'œil. Aujourd'hui, le niveau d'œil est bas. La plupart des gens ne comprennent pas les images qu'ils voient, ils comprennent pas les plans qu'ils voient, ils pensent qu'un film ne raconte que de l'histoire et que ce qui sort de la bouche des personnages. C'est à peu près ça la vision moyenne. Là, en parlant d'Argento, de Peckinpah, de Palma, d'Antonioni, etc., on est à un niveau artistique qui n'a rien à voir. Ouais. C'est vrai que moi je ferais par contre un correctif à ce que vous avez dit sur les contrebandiers. C'est que moi je pense pas du tout qu'on puisse appliquer la question de la théorie des contrebandiers de Scorsese au cinéma italien. Ah bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que ça marche très bien dans le cas du cinéma américain. J'aurais pas pris comme exemple Brian De Palma parce que le principe des contrebandiers dont parle Scorsese, c'est que, disons que sous couvert visuellement, esthétiquement, d'un film qui est aux normes, qui est classique, narratif, qu'on suit facilement, qui coule, qui invisibilise les raccords, etc. Sous couvert de tout ça, on va, même d'un genre, d'un récit criminel, on va introduire des motifs, des petits motifs, des idées personnelles, etc. Brian De Palma, on n'est plus du tout là-dedans. Brian De Palma, c'est dès la façon dont filme Brian De Palma, c'est une affirmation de style, qui devient... pour tous les films, par exemple. Oui, mais je veux dire, quand même, dès qu'on voit Carrie, dès l'ouverture
l'ouverture du film qui arrive, on se dit il y a un mec qui est en train de filmer. Alors que le contrebandier, c'est personne ne filme, et comme ces personnes ne filment, le mec se dit je peux y aller derrière. Donc De Palma, pour moi, c'est le contraire du contrebandier. Bien sûr, le mais contrebandier, c'est pas ça. Oui, bien sûr. De Palma, c'est au contraire une génération qui arrive en disant je suis un auteur. C'est aussi le moment où les premiers cinéastes. Oui, je vais questionner les images. Je suis un auteur. Mais... Je suis pas quelqu'un employé par un studio, etc. J'affirme mon style. Et alors De Palma de son côté, Argento, dès les premiers plans, il nous dit à chaque plan. C'est moi l'auteur Argento. Il dit pas, attendez, vous allez voir un truc à la Conan Doyle, et puis en loose day, il y a quelques plans qui vont faire un peu bizarre. Si vous réfléchissez, vous allez comprendre que non. Argento, il est présent à 1000% esthétiquement, de la première à la dernière image, comme Brian De Palma, et comme Peckinpah le deviendra à partir de La Horde Sauvage. Parce que quand on voit les Peckinpah d'avant La Horde Sauvage, on sent qu'il est encore hésitant, coup de feu dans la Sierra, encore un peu Major Dundee, c'est New Mexico. Mais alors La Horde Sauvage, c'est le moment où Peckinpah dit je suis Sam Peckinpah et c'est moi qui fais le film. Et c'est la même chose avec Argento, c'est la même chose avec beaucoup d'autres cinéastes, mais c'est alors il faut aussi dire, parce que je pense qu'après notre discussion, on a le sentiment que ne sont grands que les cinéastes qui ont une affirmation style extrêmement forte. C'est pas vrai non plus. Donc on peut être un très grand. Quand on parlait de John Ford, qui est un peu notre dieu à tous. Quand on voit John Ford, on se dit pas à chaque seconde, ou le spectateur ne se dit pas à chaque seconde. Je suis devant un film de John Ford. Alors évidemment que c'est un film de John Ford, par tous les pores de la peau du film, etc. Mais on est encore à une époque où cette affirmation n'est pas la même. Alors qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui va jamais au cinéma, ou qui va peu, ou qui voit que des séries télé, ou des films sans intérêt, il tombe devant un film d'Argento, il comprend qu'il tombe devant un film réalisé par un type en particulier, même s'il ne le connaît pas, tellement la part, on pourrait dire, le geste autoriste est fort, et revendiqué surtout. Ouais, mais après, moi, j'entendais ça dans le sens où Argento, j'ai pas le sentiment que, si on fait le parallèle avec De Palma, on sait très bien qu'il vient du cinéma expérimental new-yorkais, avec une sorte de vouloir dire d'auteur très très fort. Il suffit de voir ses films pour s'en convaincre, et qu'à un moment va à Hollywood et se dit, bah voilà, le cinéma d'horreur, c'est à peu près là où je peux faire ma cam, et j'investis ça. Alors effectivement, on voit que c'est un auteur et tout ça, mais il investit quand même un genre d'horreur qui a une sorte de validité commerciale dans lequel Argento il peut, et le thriller post-Hitchcockien. Bien sûr, mais on sent que chez Argento, c'est plus, j'ai l'impression que c'est vraiment propre à ce qu'il est dans son âme, dans sa vision, quoi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a sans doute une espèce de pas de sincérité, mais en tout cas de rapport, de rapport organique du film à Argento qui est infiniment plus fort. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de cinéastes américains. Je veux dire, Carpenter, et à la fois il défend complètement ses films, il les adore, etc. En fait, ne plus en faire le rend pas malade. Il est capable de penser à autre chose, de faire autre chose, etc. Argento, du matin au soir, son cerveau travaille à un moment donné dans l'optique de faire un jour un plan d'une vision qu'il a, ou d'un tableau qu'il va avoir dans une église, ou de gens qu'il rencontre. D'ailleurs, dans son autobiographie, il en parle beaucoup de ça, combien souvent il mêle plusieurs idées en fait qui lui viennent, mais à tout moment, et on sent que son cerveau, en tout cas son cerveau de cinéma, n'est jamais au repos. On peut peut-être terminer là-dessus. On rappelle évidemment que Soupir dans un corridor lointain est sorti au cinéma, qui va continuer à être distribué dans des salles bretonnes, notamment jusqu'à la rentrée. On va le voir régulièrement. Là, on à Nantes en septembre, je crois. Voilà, par exemple. C'est en Bretagne, et Nantes. Puis à Saint-Renan aussi, je crois, en septembre. Que Jean-Baptiste Thoret, tu continues aussi à nous proposer des DVD, des Blu-ray chez Studio Canal dans la collection Make My Day, qu'on retrouve tous les mois. On continuera d'en parler régulièrement dans cette émission de toute façon. Qu'est-ce qu'on a encore à annoncer ? Rien. On peut s'arrêter tout de suite. On te retrouvera de toute façon, Jean-Baptiste, pour tes prochains projets. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de venir là et de dire pourquoi Simon n'est pas mort. Merci, c'est gentil. On va se quitter, si vous voulez bien, avec un extrait justement de ton film. Alors j'espère que tu ne nous en voudras pas de passer la séquence finale, qu'il n'y a pas trop de spoilers. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal B en podcast, bien évidemment, et puis sur la page YouTube du Cinéma est mort. On se retrouve très bientôt. Merci Jean-Baptiste Thoret. Merci à vous deux. Antonin. À très bientôt. Des bisous. Au revoir. Cinema mi guarda e mi parla. Io ho visto molti film, li ho rivisti e amo molto il cinema, anche se dicono che è un'arte destinata a morire, quindi saranno altro modo di esprimersi, però per ora ancora è vivo.